Alors, merci à tout le monde pour participer à la série de webinaires de l'Université NF. Alors, nous avons Tatana Bamba aujourd'hui. Alors, graines de durabilité, alors que l'agriculture, il faut reconnaître que le système alimentaire ne répond pas aux besoins sociétals. Alors, le docteur Tatana Bambo va explorer la durabilité des systèmes alimentaires durables, l'agriculture régénérative, la sécurité alimentaire et dans le Simon Farm Project. Et, 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 alors, postdoctorat, l'école d'architecture, planification, paysagisme et instructeur à l'Université de Calgary. Au projet Simon Farm, son équipe de recherche utilise les principes agroécologiques et d'agriculture régénérative pour faire la recherche dans des modèles agricoles intégrés et qui explorent comment un système de production locale. On va passer maintenant à M. Mambo. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion de vous parler. Je n'ai pas compris que l'Union nationale des fermiers avait une portée si large. Alors, très heureux de vous parler aujourd'hui. Et je voudrais commencer avec cette BD-là. Et ça peut paraître horrifiant que les bouches de vache peuvent redevenir de l'herbe pour les nourrir, mais du point de vue de durabilité, c'est comme ça que la planète fonctionne, sans de gros intrants de ressources pour l'agriculture. Et on peut simplement recycler dans la nature. Selon cette notion-là, j'aime montrer cette... alors, ici, on a Teddy Roosevelt et John Muir qui étaient responsables pour le parc Yosemite. Alors, il dit, quand on essaye de ramasser quelque chose, on s'aperçoit que c'est attaché à tout le reste de l'univers. Et tout ce qu'on fait a une réaction en dehors de la sphère qu'on examine à l'origine. Et du point de vue des systèmes, alors comment on traite nos sols, comment est-ce qu'on produit notre nourriture, a des effets sur la société, le système économique et tous les résultats qu'on voit au niveau de la santé. Alors, ce graphique ici montre un système alimentaire et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses impliquées là-dedans. Les systèmes biologiques, les systèmes économiques, les systèmes politiques, les consommateurs et tout grand changement dans ces sphères-là a de gros impacts, de gros impacts dans le reste. On a vu ça dans la pandémie COVID, là où on voyait beaucoup de pénuries de biens de base. Il y avait la perturbation des chaînes d'alimentation parce qu'on restait tous à la maison. Et même du côté de l'élevage et la production horticole, il y avait beaucoup d'instances où il y avait des légumes qui restaient sur la ferme qui n'étaient pas ramassés, récoltés, alors qu'il y avait des problèmes de famine. Alors, quand on comprend tout cela, c'est important de comprendre que notre système agricole et alimentaire dépend des ressources naturelles. Et même si on est divorcé de ces systèmes-là, quand on vit dans les villes, on ne voit pas d'où les choses viennent et c'est relié à l'environnement national. Mais tel quel, il faut être au courant et comprendre que l'agriculture dépend de ces systèmes, de ces ressources naturelles-là. Et donc, il en résulte que les conditions environnementales vont déterminer qu'est-ce qu'on peut faire dans le paysage agricole. Image par satellite prise en Saskatchewan. Et si vous avez déjà été dans un avion, vous regardez en bas, quand vous passez au-dessus du Canada et des États-Unis,
vous allez voir qu'il y a beaucoup de paysages qui est fragmenté en parcelles de terre et qu'on dépend du sol, de l'eau, du climat pour nous permettre de produire la nourriture et comme tel, donc comment on mange et notre système alimentaire et la façon qu'on interagit beaucoup avec le monde naturel. Et comme résultat, on a de gros impacts sur la relation notre société a avec différents systèmes biochimiques pour répondre à ces besoins-là que nous avons. Ceci étant dit, il est important de parler des limites planétaires. Vous êtes probablement familier avec ces donc différentes limites, les limites que la planète a et notre effort de rester à l'intérieur de ces zones sécuritaires-là, de ne pas dépasser la capacité de la planète de régénérer certaines ressources. Alors, pour toutes, et je vais attirer votre attention dans les secteurs où on est allé au-delà de la zone, on est allé dans les zones à plus grand risque. Vous allez voir. Alors, donc, au niveau de la sotte, du phosphore, la biodiversité, alors, vous voyez que c'est très fortement relié à l'agriculture. Alors, à cause du ruissellement des fermes, alors, à cause des différents processus, nous relâchons beaucoup de ces produits chimiques-là dans l'environnement en plus grande quantité que normal. Et donc, ça va affecter plus tard. La diversité génétique très importante, surtout reliée à l'agriculture. Là, on voit une variété limitée de cultures. Et vous voyez la perte de biodiversité à mesure qu'on transforme ça en système de récolte. Donc, il y a moins de diversité. Et les changements au système de terre, ça augmente le risque. Comme vous le savez, le changement climatique est une autre grosse préoccupation sur laquelle on essaie de travailler. Et même si le changement climatique va perturber l'agriculture, la façon que notre système agricole fonctionne a lui aussi un gros impact sur la sévérité du changement climatique. Et on va en reparler. Ceci étant dit, va tenir compte des différentes limites, la sévérité de cette perturbation. La question pour moi, c'est quel est notre rôle, quelle est notre place sur la planète et comment est-ce qu'on devrait interagir avec le monde naturel. Et je veux présenter ces deux gars-là ici. Peut-être que vous connaissez Descartes, les fameux pour je pense, donc je suis, et Spinoza. Et ils avaient des points de vue différents, opposés, sur certaines idées qui gouvernent, qui déterminent comment on devrait interagir avec notre monde naturel. Descartes était un défendeur de pensée rationnelle. Le processus de sortir les humains du dogme et utiliser l'approche empirique est la raison pour réorganiser les éléments de la nature de manière qui correspondent aux besoins de l'humanité pour créer le monde dans notre image pour nos buts. Et de l'autre côté, Spinoza, qui revendiquait plus de l'approche où le rôle de l'homme était de devenir plus familier avec Dieu et la nature, pas en demandant à Dieu de changer le monde, la façon que fonctionne, mais qu'on comprenne mieux la nature, comment elle fonctionne,
et ensuite de vivre. Et même en matière de durabilité, aujourd'hui, il y a un choc à la corde, si vous voulez, entre ces deux positions-là. Comment on va étudier la technologie pour régler nos problèmes et rendre le monde comme on le veut, ou est-ce qu'on prend l'exemple de la nature et essayer de vivre à l'intérieur des éléments et des lois de la nature qui a été créée. Ceci étendu, et il semble y avoir un tiraillage entre ces deux-là. Mais c'est plutôt un continuum. Alors, peu importe l'action qu'on prend, alors, comment on prend les choses pour qu'ils répondent à nos besoins, tout en honorant le fait qu'ils nous sont donnés par la nature. Alors, on ne crée pas la biologie, mais on peut étudier la modification génétique pour changer la biologie et l'interaction. Alors, ce n'est pas un trou noir, mais c'est un continuum et dépendamment de où votre éthique ou votre morale se trouve là-dessus, sur cette ligne-là, il faut voir où on se situe. Et ensuite, je vais revenir à la notion de durabilité forte, faible et forte. C'est une des choses dont on parle dans le monde actuel. La durabilité faible, c'est là où le développement durable se trouve à l'intersection de ces trois éléments: nature, société, économie. Et quand on peut accomplir ça, c'est merveilleux, mais il y a plusieurs instances où on opère à l'extérieur de l'intersection de ces trois points-là. Et on continue comme d'habitude, alors qu'une durabilité forte à droite, c'est la notion que le capital naturel ne peut pas être négocié. On ne peut pas remplacer le capital naturel. C'est important qu'on garde ce capital-là à fonctionner dans un état intact, pas seulement pour nous, mais pour les autres générations. Donc, ensuite, la société devrait fonctionner dans les limites du capital naturel et l'économie répondrait aux besoins de la société. Alors, est-ce que le capital humain peut remplacer le capital naturel? Je ne sais pas s'il y a une réponse claire à cela. Il y a des débats là-dessus, à savoir si on peut remplacer les choses que la nature nous a données, si on les détruit et on les a perdues. Un exemple, si on perd les abeilles à miel, qu'est-ce qu'on fait pour la pollinisation? Il y a des exemples de données en Chine où ils ont perdu les abeilles et c'est les humains qui deviennent les pollinisateurs. L'idée d'utiliser des robots et de la technologie pour faire cela. Alors, à mesure qu'on parle de durabilité et qu'on va de l'avant, je pense que ce tiraillage entre les deux idées est important de s'en rappeler et de comprendre. Le système alimentaire industriel, c'est ce qui nourrit la plupart d'entre nous, surtout dans l'Ouest, en Occident. Ça peut varier un peu dans votre groupe ici parce que vous êtes déjà fermier, mais je veux noter ici que les différents acteurs dans le processus et le niveau de séparation entre ceux qui consomment la nourriture comparé à ceux qui produisent la nourriture. Et une des choses avec le système industriel, avec tous les différents joueurs, acteurs, il y a plus de séparation entre les consommateurs et producteurs. La nourriture devient plutôt comme une denrée, une commodité, une marchandise. Et on perd la valeur de la nourriture comme telle. Alors, la valeur de la nourriture, qui est censée nourrir le monde, est remis à l'arrière-plan et ça devient quelque chose, plus une question, quelle en est la valeur économique
et comment est-ce que je peux serrer, forcer plus de valeur là-dedans, en forçant, ce qui pourrait compromettre l'intégrité de la nourriture comme telle, mais lui donner plus de valeur économique. En tant que tel, ce système-là a des caractéristiques à l'effet que les producteurs et les consommateurs sont loin les uns des autres. Et l'analogie qu'on utilise, c'est un peu comme quand on calcule la passée du temps à l'ancienne, alors comme un sablier, il n'y a pas toujours de bonne communication entre ces gens-là. Et ça ne reflète pas les valeurs de ces gens-là. On peut voir ici, alors, consolidation du système alimentaire à l'échelle planétaire, on peut voir que 75 du marché des semences et agrochimiques, il y a eu des amalgamations. Vous pouvez voir dans ce temps. Voici un autre exemple. On voit plusieurs marques dans les magasins, mais si tu remontes la filière, en fait, il y a juste une poignée de compagnies qui contrôlent tout cela. En tant, en tant que consommateur, on a l'illusion du choix, mais en réalité, ces gens-là qui tirent les ficelles, c'est un peu comme des ficelles qui sont tirées par ces grosses compagnies-là. Les tentacules peuvent affecter qu'est-ce qui arrive sur les tablettes du magasin. Et on a l'illusion de beaucoup de choix. Mais on va regarder les caractéristiques du modèle industriel. C'est à grande échelle et souvent, on dit que c'est efficace au niveau du retour sur l'investissement financier. Du point de vue écologique, et je dirais que ce n'est pas efficace du tout parce que si on convertit toute l'énergie utilisée dans la production alimentaire avec des ressources non renouvelables, des combustibles fossiles, ça prend de 7 à 10 calories d'énergie pour produire une calorie de nourriture. Alors, peu importe comment on en fait le calcul, ce n'est pas efficace. Il est important de reconnaître que le système économique que nous, en tant que société, on a créé et on a enlevé le coût écologique de certaines de nos pratiques, comme par exemple, donc, le changement climatique devient une préoccupation parce que le système alimentaire comme tel, le système financier, en fait, ne reflète pas les vrais coûts. Donc, ça n'aide pas notre système écologique. Les monocultures sont un grand thème. Ça fait partie de cette soi-disant efficacité. Et je veux mentionner ici la perte des pollinisateurs. Il y a beaucoup de préoccupations avec la perte des abeilles à miel. Et il y a aussi plusieurs autres pollinisateurs. Et les abeilles ont un gros, ils ont beaucoup de gens qui ont. Alors, il n'y a pas seulement les abeilles, mais les guêpes et tout le reste, les pollinisateurs ne sont pas aussi connus, mais ceux qui ne donnent pas du miel, et si on n'a pas autant de valeur, on a tendance à les ignorer. Et alors, ça perd dans la nature. Alors, c'est intensif en matière d'énergie, de ressources, et les fermiers obtiennent un très petit retour sur le montant de dollars dépensés pour la production. Aux États-Unis, on dit que c'est environ seulement 16 Et il y a beaucoup de cela qui ne va pas aux fermiers comme tel. Alors, tout cela pour dire qu'au niveau global, on produit assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Ça nous prend environ de 2000 à 2500 calories pour nourrir tout le monde et on en produit assez au niveau mondial. Et c'est grâce au système industriel en partie, mais par contre, on voit beaucoup
de changement de la diète, il y a beaucoup plus de viande. Si on remonte aux années 60, où nous en sommes aujourd'hui, nous avons presque doublé le montant de viande qu'on consomme. Et pourquoi c'est possible? C'est la façon qu'on utilise nos cultures agricoles. Alors ça a été créé par le National Geographic et ça montre comment on utilise nos cultures. Et on peut voir ici que l'empreinte de l'agriculture, on peut voir ce qui est produit, qui est utilisé en verre pour la production de nourriture. Et ensuite, à droite, c'est plus pour les moulets et le combustible. Alors, il y a beaucoup de conversions qui font de la nourriture, mais pour les animaux. Et donc, ça a rendu la viande plus abordable, et les gens aiment la viande. Beaucoup de gens aiment la viande et qui est pour certains. Mais c'est important de noter que en réduisant le retour sur cette conversion-là de graines à une protéine animale, les taux de conversion, on les voit ici. Combien que ça prend pour convertir une livre de masse corporelle selon le montant de semences, de céréales qu'on utilise. Vous pouvez voir que le bétail, ça prend 6,8 livres pour produire un livre de viande sur l'animal. Et ça représente des préoccupations plus loin en matière d'efficacité. Est-ce qu'on produit assez de nourriture à l'échelle mondiale pour nourrir tout le monde? On peut le faire, mais la distribution n'est pas égale. Alors, on va parler des bienfaits du système alimentaire actuel. Une de ces choses-là, c'est que le coût est plus bas. Si on est d'une nation riche, on ne dépense pas plus que 20 sur la nourriture. Et à droite, en bas, ça vient de la USDA qui montre le montant d'argent dépensé sur la nourriture aux États-Unis de 1960 à 2019. Vous voyez que le coût a descendu. Pour le Canada, c'est à 10,7 en 2021. Ça a monté un peu depuis quelques années à cause de la pandémie. Mais la nourriture est encore abordable pour la plupart des Canadiens. Alors, on parle d'efficacité et la convenance, le fait que c'est convenable, c'est fait pour être... c'est quelque chose que, disons, le système actuel, c'est que la nourriture, c'est quelque chose, tu n'as pas besoin de te préoccuper. C'est emballé. J'ai un ami, je m'occupais de lui et je produisais de la laitue pour lui. Il aimait mieux aller au magasin acheter de la laitue en sac emballé parce qu'il pouvait juste l'ouvrir et mettre de la vinaigrette dessus au lieu d'aller au jardin pour la cueillir, la laver, préparer sa vinaigrette, etc. Donc, le fait que ce soit convenable fait en sorte qu'on ne pense pas à ça dans notre nourriture et que tu n'as pas besoin de savoir faire la cuisine. Mais en haut, il y a une question là. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation? Je ne suis pas sûr que c'est un bienfait pour le système alimentaire. Mais si on regarde ces systèmes-là à l'échelle mondiale, et même régionalement, le graphique ici montre les dépenses en matière de nourriture à travers le monde. Vous pouvez voir le pays riche, Canada, les États-Unis, de 10 qu'on dépense la nourriture, l'Europe, et plus qu'on change de région, le montant pour la nourriture grimpe de beaucoup.
J'ai fait mon doctorat en Afrique du Sud, au Malawi, et les gens dépensaient presque 70 de revenus sur la nourriture. Donc, c'est quelque chose qui est avantageux pour les nations riches. Mais on va commencer à parler des aspects négatifs de notre système alimentaire. On peut produire de la nourriture pour nourrir tout le monde, mais on produit tellement de nourriture aussi pour nourrir les animaux, et on commence à perdre. On a encore des situations où être mal nourri, vous pouvez voir la mauvaise nutrition. On a 1 milliard de gens qui ont faim. On a la situation intéressante où on a de l'obésité, on a les gens qui sont mal nourris en même temps, et c'est un reflet de notre système alimentaire. Alors, on voit et le manque d'accès. On voit ici à gauche le rabougrissement. Les gens sont trop courts pour leur âge, le dépérissement en milieu et l'obésité. Moi, je viens du Zimbabwe. Mes grands-parents seraient choqués d'essayer de juxtaposer ces idées-là que tu peux être tu peux être obèse et mal nourri en même temps. Et aussi, tu as plus de diabète et aussi largely is a factor le syndrome métabolique, qui est un facteur des diètes, des régimes alimentaires et des modes de vie, et aussi des déficiences dans les micronutriments. Plus de 2 milliards de gens à l'échelle mondiale qui ont des problèmes de sécurité alimentaire et de déficience. Alors, pour le Canada, depuis 10-15 ans, on voit des augmentations au niveau de la sécurité alimentaire. Alors, ceux qui ont produit la carte ici ont beaucoup de données sur la sécurité alimentaire au Canada. Malheureusement, au Canada, on a le niveau le plus élevé de sécurité alimentaire aujourd'hui. Pour mieux comprendre ça, on peut regarder la prévalence de l'insécurité par province. Et alors, entre modéré et plus haut. Vous pouvez voir que dans l'ensemble, ces chiffres-là ont augmenté depuis quelques années. Et même si le Canada est un pays riche, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui tombent à travers les cracks, comme on dit. Et même si on veut nourrir les gens, il y a clairement des des problèmes dans le système alimentaire comme tel. Aussi des problèmes environnementaux et sociaux avec tout cela. Comme on a vu au début, on a besoin des ressources naturelles afin de permettre à l'agriculture. Alors, ça commence avec le sol. Les pratiques agricoles ont érodé, ont été problématiques, surtout l'agriculture industrielle, la façon qu'elle traite le sol. Et peut-être que je prêche à la chorale ici. On n'a pas besoin de passer autant de temps, mais les taux d'érosion ont réduit beaucoup comparé aux années 70, mais c'est quand même une préoccupation ici. On voit, ça a apparu dans Lethbridge News à cause du manque de neige. Il y a plus d'érosion par le vent. Et avec l'érosion par le vent, ce n'est pas juste les particules de sol qu'on perd. On perd de la matière organique, les nutriments qui ont été mis sur le sol et peut-être
de répandre des maladies végétales aussi. Alors, à l'échelle mondiale, on perd du sol à un taux alarmant. Basé sur le taux de perte, ce n'est pas une ressource renouvelable, mais ce qui va rester, c'est que ça mène à la compaction, problème avec le taux d'infiltration de l'eau. Le sol devient une source de carbone au lieu d'être un puits pour le carbone. Alors, en 2017, Scientific American a dit qu'il restait seulement 60 ans d'agriculture basée sur ce qui restait au niveau des sols. Fermer un rideau là, qui éblouissait. Et c'est vraiment alarmant. 60 ans qu'il nous reste, et c'est peut-être 60 juste récoltes, à moins qu'on fasse quelque chose d'important. Et l'autre grosse préoccupation, c'est l'eau. On parle d'eutrophisation, les cycles d'azote et de phosphore, et il y a beaucoup d'eutrophisation qui est un résultat des engrais qu'on met sur nos sols, qui sont ruisselés et qui polluent les cours d'eau, surtout le phosphore est problématique dans ce contexte-là. C'est une effloraison d'algues au Manitoba, dans un lac au Manitoba. Et surtout au Canada, c'est une grosse préoccupation pour l'agriculture. Il y a environ seulement 16 qui est irrigué et on dépend beaucoup de la pluie. Et avec les changements climatiques, tous les modèles montrent qu'on va avoir plus de pluie intense et plus de sécheresse plus longue, du moins pour l'Alberta. Je ne suis pas sûr pour les autres parties du Canada, surtout dans l'Est. Mais comme on a vu en Alberta et en Colombie-Britannique, en matière de réchauffement atmosphérique et les sécheresses plus prolongées, ça rend l'agriculture plus précaire si on dépend de la pluie. Dans notre projet, on a vu des cas de longues périodes de sécheresse et des pluies intenses et ensuite d'autres longues sécheresses. Et donc, nos sols ne sont pas un endroit qui peuvent absorber toute l'humidité et la relâcher quand les plantes en ont besoin. Il y a aussi des aquifères, des nappes phréatiques qui s'épuisent. Beaucoup de qu'est-ce qu'on utilise, qu'on mange l'hiver, vient de d'autres endroits et à différentes parties de l'Amérique du Nord, comme la Californie. Vous savez probablement qu'ils épuisent leur nappe phréatique à un grand rythme et il y a une course pour utiliser de plus en plus cette eau-là. Alors, une autre préoccupation, c'est la perte de la nourriture. Presque un tiers est perdu et c'était un rapport choquant préparé par Second Harvest en 2019. Presque 58 de toute la nourriture au Canada va aux déchets, ce qui représente environ 38 milliards de dollars. Et c'est grave, surtout si ça va dans les sites d'enfouissement, ça fait du méthane qui est beaucoup plus grande menace comme gaz à effet de serre. Et donc, c'est un gaspillage de ressources. Donc, on détruit nos ressources naturelles et pour la nourriture qu'on finit par jeter. Il y a des efforts par plusieurs agences pour essayer de récupérer ce qu'on considère comme la nourriture mise aux déchets. Il y a plusieurs initiatives qui essayent d'arrêter que ça va aller dans les sites d'enfouissement, dans les dépotoirs. Mais je pense définitivement
Mais on pourra en reparler plus tard, peut-être durant les questions. Et finalement, les déserts, la façon qu'on construit nos villes et comment les gens ont accès aux nourritures. Beaucoup dans les régions démunies ont de la difficulté d'avoir accès à des légumes ou de la nourriture dense en nutriments. On se fie plus sur les banques alimentaires et des œuvres de charité dans certains cas. Et donc, une autre indication d'un mauvais filet social de sécurité. Et aussi, le changement climatique, vraiment, va perturber les choses encore plus. On voit des réductions du rendement à cause des dommages aux ressources comme le sol, mais aussi il y a plus grande demande et on demande plus à ces ressources naturelles-là. Ils sont plus endommagés. On ne peut pas se fier au climat autant qu'auparavant. On voit des extrêmes de température. Donc, il va y avoir des impacts inégaux entre ces effets-là, entre, en fait, les zones tropiques et tempérées. Alors, il y a une couple d'images ici que je montre ici de Malawi où j'ai fait mon travail, le même district. Et en dedans de 2 ans, on peut voir comment on a eu d'inondations en 2017, mais en 2016, il y avait une sécheresse. Et ça devient très commun dans le sud de l'Afrique. Quand j'ai grandi là, il n'y aurait jamais parlé d'ouragan ou de typhon, mais depuis que je vis au Canada, il y en a eu 2 depuis que je suis ici, et ça a surpris tout le monde là-bas. Ceci étant dit, du point de vue agricole, voici la perspective égocentrique ou écocentrique du monde. Et ça existe en agriculture aussi. Justus von Liebig, qui était le père de la chimie agricole, son travail a vraiment introduit cette phase de sciences réductionnistes pour comprendre les éléments qu'il faut comprendre pour produire des plantes et ignorer tout le reste. Et qu'est-ce qui produit juste mettre l'accent sur ce qui produit des plantes. Mais le contraste, c'est avec Albert Howard qui a dit que pour aborder les problèmes qu'on a avec la santé des humains et avec le sol, il faut traiter tout cela comme un sujet complet ensemble. We'll talk more about him Et on en parlera but dans as you une see here, seconde. we have Vous voyez ici, all these alternatives we have developed that ces are alternatives to the au industrial système system. industriel. There's a laundry list of them. There's many similarities between Il y a beaucoup de these. similarités. And sometimes it may be a different political leaning or the timing where it came from or how much people are counter to the culture. But these are all different iterations of ideas about maybe we need to change how it is we are farming. But an important question that is raised by Christopher Rhodes in his paper on the imperative for regenerative agriculture is sustainable agriculture possible? We don't have an example from nature that shows that a natural ecosystem can be disturbed annually to grow annual crops and yet continually, reliably continue to produce agricultural products in perpetuity, raising this question, especially when we get to, large settlements. And, if anyone has read Robert Montgomery's book on soils, that's every civilization that's fallen really saw a major impact to their soils.
eu un impact majeur sur les sols. But one thing I'd like to highlight here as well is this notion of there being a difference between sustainable and regenerative agriculture. To sustain something is merely to keep. Pour soutenir quelque chose, c'est juste de continuer. Régénératif implique l'idée d'essayer de régénérer, de remplir, de restaurer quelque chose qui a été perdu. Et il y a beaucoup de notre parlage à propos de la durabilité. On veut continuer à faire ce qu'on fait, même si ça endommage. Alors, c'est ça, on fait moins de restauration, si vous voulez. Il reste environ 10 minutes. Alors, je vais passer par-dessus celle-ci. Vous avez probablement déjà vu cela, c'est le tissu alimentaire dans le sol. Alors, on a... et vous voyez ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser la biologie comme force pour cycler les nutriments et que ce soit possible d'avoir un système alimentaire qui continuellement va recycler les déchets et qui cycle les nutriments à différents niveaux trophiques pour produire les plantes. Alors, avec les pratiques régénératives, il y a une définition. Il n'y a pas de définition unilatérale, mais vous voyez ici qu'il y a des choses sur lesquelles on a tendance à se fier. On parle de restauration, mais ça va au-delà des plantes dans le sol. On parle également d'une biodiversité efficace, régénérer le sol arable. Alors, la ferme fonctionne au-delà de seulement juste produire des plantes, mais c'est connecté à tout le reste. Et on veut augmenter la vitalité de tous ces systèmes-là. Ceci étant dit, il y a une liste de pratiques qui vient avec cela. Alors, je pense que cette diapo-là montre le changement de paradigme entre ces approches-là. Celle d'en bas, on passe d'une perspective réductionniste à une perspective holistique. Mais alors, le fait qu'on ne s'entend pas sur la définition, c'est que les pratiques régénératives vont être très différentes selon où tu te situes et ton type d'exploitation. Peut-être que pas toutes les pratiques vont s'appliquer et faire du sens. Bon, je vais parler un peu de Simon Farm, là, la ferme Simon. Et vous pouvez voir à partir de la photo. On produit différentes choses, mais le but, c'est d'utiliser le tissu alimentaire dans le sol pour mettre de l'avant des pratiques biologiques. On veut également faire d'éducation, d'extension du réellement, inspirer les gens à donner différents résultats. Donc, on est situé à Blackie, en Alberta, près de High River, propriété qui nous a été rendue disponible par le docteur John Simon, qui est décédé malheureusement 2 mois passés, dans les années 90 ans. Et notre but est de créer, c'est ce qu'on veut, créer un modèle de ferme intégrée. C'est ce qu'on vise. De différents, on n'est pas encore rendu là. Donc, on n'a pas de port à la ferme. Il y a des défis, mais comme vous pouvez voir dans le graphisme, vous voyez qu'on voit les cultures ciblées, les produits, ce qui va au marché, ou qu'est-ce qui va pour nourrir d'autres entités à la ferme, et tout ce qui est brun. Et ce sont les produits de déchets. On essaie d'en recapturer la valeur pour remettre en utilisation dans la ferme. Voici certaines activités qu'on a à la ferme. On a plusieurs
plates-bandes. Je vais vous montrer différentes plates-bandes. Alors, un verger. Alors, on veut commencer une cour où on va faire du houblon. L'image vient du même endroit dont je vous montrais. Ce sera des lits de... On a une culture interne avec des champignons, d'hydroponique et la production de d'autres plantes, Kingsphoria. Et tout est planté en polyculture. C'est l'idée d'inclure et d'augmenter la biodiversité. On a commencé à utiliser Square Foot Gardening. On va s'éloigner de cela parce que ça devient compliqué quand ça vient à planter, mais on va continuer l'idée d'avoir des polycultures et de planter des plantes qui s'appuient les unes les autres. On a accès à la terre en 2019. Depuis ce temps-là, on fait un essai, qu'est-ce qu'on appelait la plate-bande nord et la contrôle. C'était une grande plate-bande, si vous voulez, une grande plaque avec 100 travaux d'école dans le nord, couvert avec du paillis en tout temps de l'année et jamais perturbé. On a planté la même chose qu'on fait du côté contrôle où il y a le sol est travaillé et des engrais chimiques. Et voici de quoi la différence, de quoi ça a l'air durant la culture. Encore là, dans les polycultures, on plante différentes plantes. Voici le contrôle ici, je le montre pour transparence parce que on a des gros problèmes de mauvaises herbes dans celui-ci, mais on n'a pas assez de main-d'œuvre pour exherber autant qu'on veut. Mais comme vous pouvez voir, voici les plantes qu'on essaye de contrôler. On veut exherber aussi pour donner un peu plus de soleil parce qu'ils ne sont pas étouffés par les autres. Voici certains de ce qu'on obtient de ces lits-là. Voici une moyenne de 2 ans, 2020, 2021. Vous voyez les fèves, les carottes, le lit nord produit plus, mais les résultats sont un peu affectés parce qu'on ne peut pas contrôler les mauvaises herbes et les gérer d'une manière que ferait l'agriculture conventionnelle. On a aussi des plates-bandes, des parcelles d'horticulture. On a là un flip-sod et il y a le root stout. Si vous êtes familier en permaculture, c'est qu'on renverse on crée une plate-bande plus élevée, c'est parce qu'on a deux niveaux d'herbes qui se décomposent pour augmenter la matière organique. Le root stout, c'est plus en plaques, en feuilles. On a aussi Ogle Culture sur lequel on fait des essais depuis 2020. Et aussi voici des plates-bandes avec des légumes. Voici des données de la productivité de ces différents styles-là. Alors, ceux où on renverse le gazon, on voit deux niveaux de matière organique. Ça a peut-être fait une grosse différence. Pour Ogle Culture, c'est plus lent, mais on voit un retour croissant au fil du temps. Et aussi, avec les copeaux de bois, c'est décevant, mais on voit des améliorations. Et ce qu'on fait, on fait des essais au niveau des semences. Alors, ce qui nous a amené à cette approche-là, c'est comment est-ce que les variétés de semences, quel est leur rendement dans l'ensemble national
quand ils sont sauvegardés dans différentes régions. Donc, on les a pris de différentes sources. Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir d'où venait la semence ou où elle avait été sauvée et de trouver assez de variétés de graines de différents fournisseurs de semences. C'est également un défi. Alors, c'est du travail qu'on a fait. Alors, les fèves providers, on a perdu la plupart des plantes à cause de la grosse chaleur qu'on a eue en 2021 et en 2022. Toutes les graines ont été mangées. On a des problèmes avec le chevreuil et les écureuils. Et donc, ça a été décevant. On a aussi avec des épinards ici, les événements de météo extrême qu'on voit, on a vu au niveau des bêtes plutôt, les vérifications du BRICS n'appuyaient pas. Ici, on a du chou frisé sibérien. Le gros problème, on avait beaucoup de petites puces noires. On essaie avec les carottes où les espèces nuisibles, les chevreuils sont arrivés, mais aussi des données utiles là-dessus. Voici d'autres projets sur lesquels on travaille qui comprennent la production de champignons avec d'autres plantes. On a commencé avec du biocarbone, des essais qu'on veut continuer, et aussi la construction d'un abri photovoltaïque, et on va ouvrir cela aux questions. Merci, Tatenda, pour cette présentation.